Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve en ce mercredi pour Dev Café qui vous résume chaque jour l'actualité autour du développement. Et d'ailleurs hier je suis tombé sur une erreur HTTP qui correspond parfaitement au café, car il s'agit de l'erreur 418 que certains d'entre vous peut-être connaissent déjà, mais qui est le I'm a teapot. Et selon la doc, c'est si le serveur refuse de préparer le café parce que c'est une théière. En revanche, si c'est un combiné théière et cafetière et qu'il n'y a plus de café à la place, il faut renvoyer une erreur 503 et c'est absolument pas une blague parce que je vous affiche la doc pour vous en convaincre. Bon bref, si vous êtes comme moi et que vous avez découvert cette petite anecdote, eh bien n'hésitez pas à mettre le like comme le diraient nos amis les youtubeurs. Et bon, j'imagine que vous êtes quand même là pour autre chose, à savoir que bon, les erreurs HTTP et vous vous en foutez un peu, mais bon, on va voir ensemble que l'offre cloud d'Upright, elle est désormais disponible pour tous, mais aussi de plusieurs sujets autour des jeux de mobile, ou encore de l'État français qui vient de jeter, paf, comme ça, à la poubelle, 3 millions d'euros. Allez, faites chauffer vos cafés, on est parti pour ce nouvel épisode. Pour commencer, je vous avais déjà parlé d'Upright, qui est un backend as a service comme Firebase ou AWS Amplify, avec toute la panoplie comme l'authentification, le stockage, la base de données, et en fait un peu toutes les fonctionnalités qu'on retrouve à chaque fois. Mais jusqu'à présent, Upright était certes open source, mais c'était complètement à vous de l'héberger. Sauf qu'il propose désormais une version cloud, que j'avais d'ailleurs pu tester lorsqu'elle était derrière une liste d'attente, mais désormais n'importe qui peut avoir son instance, et en plus, pour le moment, c'est gratuit. Et sur le papier, on va dire que c'est quand même plutôt sympa, mais il y a quand même quelque chose qui m'ennuie un tout petit peu, c'est qu'il ne communique absolument pas sur les tarifs. Et je trouve finalement que la démarche du « allez, venez, c'est gratuit et on verra un peu plus tard pour les prix », c'est quand même assez moyen parce que je pense qu'un GAFAM, il ferait absolument pas mieux. Mais bon, malgré tout, c'est difficile quand même de les critiquer parce que leur offre, elle marche super bien, mais quand même un tout petit peu plus de transparence, ce serait quand même beaucoup mieux. Et toujours dans les services qui passent d'une bêta très fermée à plus ouverte, c'est le service Shortbird qui est fait par l'un des créateurs de Flutter, mais qui a quitté Google il y a quelques mois. Et l'idée de Shortbird, c'est de pouvoir mettre à jour des applications Flutter à distance sans avoir besoin de passer par les stores. Et comme Upright qui s'ouvre à plus de monde, eh bien Shortbird propose désormais une open beta, mais qui est en revanche payante à 20$ par mois. Et pour ce tarif-là, vous pouvez l'intégrer dans 10 applications et atteindre jusqu'à 1 million d'utilisateurs. Et ils ont d'ailleurs mis une FAQ en ligne et on apprend que pour le moment seul Android est supporté et que malgré cette mise à jour qui finalement détourne un tout petit peu les validations, eh bien ça rentre bien dans le cadre des guidelines du Google Play, un peu à l'image de ce qu'Expo fait en React Native. Et toujours dans cette FAQ, on apprend que dans les prochains mois, une version gratuite sera proposée, mais qu'ils attendent déjà de voir les attentes et les appétences côté prix avant de s'aventurer là-dessus. On change de sujet et pour aller sur le volet des jeux mobiles, et comme vous le savez, il y a de très nombreux acteurs qui sont dans les starting blocks pour proposer des alternatives à l'App Store ou au Google Play. Et parmi ceux qui se sont déjà déclarés, il y a notamment Microsoft qui aimerait décliner ses jeux Xbox en version mobile, mais même plus largement faire une boutique dédiée. Et je vous avais expliqué d'ailleurs que le rachat d'Activision Blizzard King allait parfaitement dans cette direction, car pour rappel, derrière King, il y a Candy Crush. Mais bon, avec le carton rouge de la CMA sur le rachat au Royaume-Uni, cette carte-là, elle tombe un tout petit peu à l'eau pour le moment. Mais malgré tout, dans cette fameuse histoire de CMA, un certain nombre de documents ont été fournis par Microsoft et certains sont désormais publics. Et des passages montrent quand même que Microsoft ne part pas super confiant, et je vous traduis quelques extraits. Microsoft reconnaît qu'il n'y a aucune garantie de succès pour cette plateforme. Et suite à la domination du Google Play et de l'App Store, il s'inquiète en disant que nous ne pouvons pas avoir confiance dans le fait que les avantages pour les consommateurs puissent être obtenus dans un délai raisonnable ou même qu'ils puissent être obtenus du tout. Alors la question est de savoir si c'est une stratégie de Microsoft pour essayer d'amoindrir leur position sur le marché, ou alors est-ce que c'est de véritables inquiétudes. En tout cas c'est difficile de savoir, mais malgré tout on comprend que Microsoft est super motivé pour lancer leur boutique. Et toujours sur cet aspect jeu, vous avez peut-être entendu parler d'Apex Legends qui est un véritable carton, mais sur mobile il n'existe plus depuis lundi malgré plus de 36 millions de téléchargements et un chiffre d'affaires sur sa durée de vie totale de plus de 36 millions d'euros. Mais en réalité, la courbe, elle est assez cruelle, car on voit un pic lors du lancement en mai dernier, avant de s'écraser au fur et à mesure des mois. Comme quoi, bien finalement, malgré un énorme porte-monnaie d'Electronic Arts, eh bien, les joueurs en ont décidé autrement. Et le dernier sujet sur les jeux mobiles, alors que nous on nous embête sur la vie privée et le consentement, eh bien une étude de Usercentrics montre que 90% des jeux mobiles ne respectent pas les réglementations pour ce qui est de la collecte et du traitement des données. Mais bon, quand je dis 90%, c'est plutôt sur leur échantillon de 269 jeux. Et selon les explications du cabinet derrière cette étude, si les éditeurs y se montrent si réticents, c'est tout simplement parce qu'en général ça s'accompagne d'une baisse des revenus publicitaires. Et c'est là où est toute la question, faut-il prendre le risque d'une amende ou alors sacrifier un tout petit peu son chiffre d'affaires pour être dans les clous? Eh bien, comme on dit, telle est la question.
Allez, voilà pour cette première partie de l'émission, et avant de continuer, place aux actus en bref avec du Twitter et du Microsoft notamment. Depuis qu'Elon Musk a pris le contrôle de Twitter il y a 6 mois environ, le nombre de demandes gouvernementales a explosé en se rapprochant des 1000 sur 6 mois. Cela peut être des demandes de suppression de messages, comme l'accès à des informations sur les utilisateurs. Mais même si Elon Musk prône le free speech, la proportion de requêtes ayant une suite positive n'a jamais été aussi élevée que depuis son ère. Comme on dit, 2 poids 2 mesures. D'ailleurs, à être sur Twitter en réponse à un utilisateur, Elon Musk a encouragé Apple à revenir sur le réseau social, car l'entreprise ne communique plus avec ses 20 millions de followers. En effet, après la prise en main du réseau, Apple avait préféré vider la totalité de son compte. Sur un autre sujet, le langage Rust a clairement le vent en poupe en ce moment, avec d'une part Microsoft qui a annoncé que des parties du noyau de Windows étaient maintenant écrites avec le langage. Et d'autre part, les commandes sudo et su très utilisées sur Linux sont aussi réécrites. Le projet est d'ailleurs financé par AWS. Et enfin, en 2021, le Chief Product Officer de Microsoft introduisait en grande pompe une refonte de l'application Horloge sur Windows, avec notamment l'intégration de Spotify pour utiliser ses playlists pour améliorer la productivité. Sauf que la page de connexion à Spotify ne fonctionne plus depuis au moins 3 mois et Microsoft ne fait strictement rien. Un certificat expiré en serait à l'origine. On reprend avec une info qui certes ne représente que quelques petits pixels mais qui concerne des centaines de millions d'utilisateurs, à savoir l'icône en forme de cadenas qu'on retrouve sur les navigateurs. Et dans les années 90, l'icône elle mettait en avant les sites sécurisés en HTTPS, mais petit à petit avec Google qui a forcé son utilisation sur l'ensemble des sites, eh bien son impact est quand même devenu bien moins important. Et Google évoque d'ailleurs un chiffre de 95% des pages chargées en HTTPS désormais. Sauf que pour beaucoup, maintenant que ce cadenas est présent quasiment partout, eh bien c'est devenu une sorte d'élément du décor, et une étude en 2021 montrait que seulement 11% des internautes comprenaient son utilité. C'est pour ça qu'une toute nouvelle iconographie va sortir en cette fin d'année pour faire comprendre que l'icône, en réalité, elle est bien cliquable, et ça va ressembler à une sorte d'icône de paramètres. Côté Chrome, elle arrivera sur la version 117, c'est-à-dire vers le mois de septembre, à la fois sur le desktop et sur Android. Par contre, côté iOS, vu que l'icône aujourd'hui elle n'est pas cliquable, eh bien ils vont carrément la supprimer. Et finalement, c'est quand même assez impressionnant de le dire comme ça, mais une simple petite icône, elle peut faire énormément parler. Et on ouvre le chapitre sur les IA avec un peu de facepalm pour commencer, car je vous avais déjà expliqué que dans un premier temps, Samsung avait complètement interdit ChatGPT avant d'ouvrir complètement les vannes à la mi-mars. Sauf que très vite des employés l'ont utilisé en donnant des projets entiers, voire même des comptes rendus de réunions à résumer. Sauf que pour rappel, jusqu'à la semaine dernière, les données envoyées à ChatGPT, elles étaient réutilisées pour l'entraînement du modèle, et par conséquent, elles pouvaient permettre à ce que des infos confidentielles soient recrachées à n'importe qui. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, eh bien Samsung avait juste bridé la quantité de données à uploader, mais sinon ça restait totalement open bar. Mais quasiment 2 mois après, ils viennent enfin d'ouvrir les yeux et finalement revenir à l'état initial et tout bloquer. Sauf que cette fois-ci, c'est pas seulement ChatGPT, mais aussi tous les outils du genre comme Bard de Google. Et a priori, cette décision, elle fait suite à une nouvelle fuite d'un code source interne. Mais si on regarde bien, Samsung est toujours en retard d'une guerre, car quand il aurait fallu l'interdire, ils l'ont ouvert en grand, et maintenant qu'on peut empêcher l'entraînement de ChatGPT sur les données envoyées, eux ils décident de s'arrêter. Bref, à ce rythme, ce sera clairement pas en Corée qu'on verra de nouvelles IA fleurir. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y avait eu des rumeurs comme quoi Samsung pourrait remplacer Google par Bing sur ses téléphones, notamment pour l'aspect Bing Chat. Mais avant que ce choix ne soit fait, Microsoft a été très malin, car sur les téléphones de Samsung, le clavier SwiftKey est embarqué, et ce clavier, il appartient à Microsoft. Et en toute logique, ils ne se sont pas privés de mettre leur Bing AI dans le clavier, histoire de mettre un peu plus la pression. Et là-dessus, finalement, qu'on aime ou pas l'attitude de Microsoft, eh bien il faut quand même reconnaître que si le marché y paraissait un tout petit peu plan-plan, eh bien ils y vont à coups de bazooka. Et pour finir, on change radicalement de sujet, car vous avez peut-être déjà vu ces émissions à la télé qui pointent du doigt l'argent jeté par les fenêtres par l'État. Eh bien, je peux vous annoncer que 3 millions ont ainsi disparu à cause de serveurs. Alors je vous explique, dans le cadre des JO, il y a un projet au nom ronflant de réseau radio du futur, qui est un réseau sécurisé pour les forces de l'ordre et les secours. Et le marché est tout de même juteux car elle représente 540 millions d'euros, et Capgemini fait d'ailleurs partie des acteurs qui ont été choisis. Et en début d'année, Capgemini a commencé à installer des serveurs qui sont nécessaires au fonctionnement du réseau, dans une salle mise à disposition par le ministère de l'Intérieur. Sauf que très vite, ces serveurs tout neufs se sont révélés défectueux, non pas à cause d'un problème de conception, mais plutôt à cause du local mis à disposition, car il contenait de la poussière métallique qui a rapidement encrassé les systèmes de ventilation. Et depuis le début de l'année, la situation est complètement bloquée car l'État demande à ce que les serveurs soient remplacés, mais Capgemini dit que c'est la faute au local fourni par le ministère. C'est donc en fait du à toi, à moi, etc. etc.
Mais devant ce blocage, une réunion s'est tenue en urgence la semaine dernière entre les deux parties, mais on ne sait pas vraiment quelles ont été les conclusions. Mais à la limite, peu importe, car désormais le projet de réseau sécurisé ne sera peut-être plus dans les clous pour les JO, car il est question d'un retard entre 9 et 12 mois. Bref, il y a à minima 3 millions qui ont été jetés par les fenêtres, et potentiellement beaucoup plus si le projet arrive encore trop en retard. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et sur un tout autre sujet, je vous en avais déjà parlé en début de semaine, mais on se rapproche petit à petit du numéro 200, et dans l'idée, j'aimerais bien que vous laissiez des petits messages en vidéo pour que je puisse les diffuser à la fin. Et là, je suis en train de terminer le formulaire que vous puissiez les envoyer, et comme ça, je vous en dis en fait très vite, plus rapidement, mais laissez-moi un tout petit peu de temps. Mais en attendant, vous connaissez mon petit refrain, on se donne rendez-vous ici demain, et n'oubliez surtout pas de dire un bonjour au Philippe, ou aussi de faire un like sur la vidéo. Oui, je sais, ça n'a absolument rien à voir, mais bon, c'est pas très grave. Allez, à demain.